Bonjour et bonne fin d'après-midi. Deux sujets composent aujourd'hui notre émission. Le drame de Minamata au Japon, sur lequel Jean Lanzy, notre envoyé spécial à Tokyo, nous fait le point, et le béton qui prend en France une signification assez particulière. Minamata, notre premier reportage, est sans doute la tragédie la plus grave qui ait été causée dans un pays par la pollution industrielle. Les images que vous allez voir sont inquiétantes, bouleversantes et effrayantes même. Les personnes sensibles nous reprocheront peut-être de les avoir diffusées. Nous pensons qu'il faut les regarder car elles montrent l'insouciance, l'imprévoyance, le cynisme même d'un certain monde industriel. Le sud du Japon, un pays de pêcheurs, mais depuis la guerre, une région où se sont implantées quelques industries. Et c'est la fête ce dimanche d'été à Minamata, une fête comme il y en a dans tous les villages japonais. Mais ici, une fête à laquelle certains ne participent pas vraiment. Ceux qui, comme Tomoko Kamimura, ont été frappés par la maladie de la pollution, qui a pris le nom de mal de Minamata. Empoisonnement au mercure par des rejets industriels qui ont contaminé la nourriture venue de la mer. C'est quand même la fête à Minamata parce que l'on s'habitue au malheur et parce que ce malheur, il ne s'effacera jamais, mais il remonte aujourd'hui à 18 ans. Voilà l'usine, voilà les pêcheurs, voilà la mer contaminée. La compagnie Chiso fabriquait des composants d'armement pendant la guerre. Elle s'est reconvertie ensuite dans les engrais chimiques, les matières plastiques et leurs dérivés. Après le traitement, la Chiso rejetait à la mer certaines quantités de mercure, bien assimilés en apparence par les poissons. Mais ces poissons pêchés par les habitants de Minamata, ces poissons base de la nourriture de cette communauté, transmettaient le mal étrange à ceux qui les consommaient. Revoyons Tomoko. Le jour de ses 20 ans, on l'a photographiée en kimono, comme une jeune fille normale. Oui, elle a 20 ans. Elle ne parle pas, se déplace difficilement. Elle semble comprendre. Ce n'est pas, et de loin, le malade le plus atteint. Cet autre malade a 19 ans. Quand l'affaire a éclaté en 1956, on pensa d'abord à une épidémie de poliomyélite. « 16 ans. » « 558 personnes au total sont aujourd'hui officiellement reconnues victimes de ces empoisonnements au mercure. Plusieurs dizaines sont décédées. Après les membres, frappés de paralysie partielle ou générale, le système nerveux des malades est atteint. Il n'y a plus coordination des mouvements. L'élocution devient difficile. Les malades voient de plus en plus mal. Guère d'espoir d'amélioration, sinon celle des fonctions organiques. Au prix de grands efforts, les malades peuvent vivre. C'est tout car les tissus nerveux sont atteints. Tout le Japon a suivi avec passion les années de lutte qui ont été nécessaires pour que soient reconnus les effets de la maladie de Minamata. Pour que le dialogue puisse s'engager entre les familles des malades et la compagnie responsable, il a d'abord fallu que les plaignants achètent des actions de la société et ne soient plus refoulés des réunions des conseils d'administration de la Chiso. Après les chants de deuil, un jour, les familles meurtries ont pu pénétrer en force dans un de ces conseils d'administration et leur colère envers les directeurs de la compagnie Chiso a éclaté.
Un jour, ce drame exemplaire a été jugé au niveau national. On n'a plus pu nier le lien entre le mercure déversé par la compagnie et les atteintes au système nerveux de milliers de personnes. Milliers, car pour 558 cas indemnisés, il en reste 2450 en attente. Un jour, après bien des pleurs, des réfutations d'experts, des contestations, le jugement de culpabilité a été rendu. C'était en mars 1973, 16 années après les premières alertes. Alors, les directeurs de la compagnie pouvaient présenter leurs excuses. Ils avaient tout de même cessé de déverser du mercure dans la baie de Minamata depuis plusieurs années. Jusqu'ici, il n'y a pas trop d'industriels qui sont vraiment décidés de contrôler la pollution à tout prix. Ils font semblant de jouer le jeu, mais oui, pas très franchement. Pas très franchement, pas de façon déterminée. Sauf si, comme vous le disiez, la population, par une action efficace, oui, parvient à bloquer le mécanisme industriel. Et c'est le cas, par exemple, pour l'aéroport de Narita. Oui. Cet exemple me vient à l'idée. Oui. Tokyo a un grand aéroport, Haneda, mais il y en a un autre, Narita, qui est fini de construire et dont les habitants, les riverains, empêchent l'ouverture en bloquant, je crois, la construction d'un pipeline. Oui, c'est ça. Et aussi exactement la même chose en ce qui concerne la construction de nouvelles lignes de chemin de fer rapide. Alors ça aussi le projet a été bloqué par le proteste de la part de la population. Alors donc si les mouvements populaires sont suffisamment forts, et alors les industriels seront obligés, et en fait étaient obligés de changer le projet. C'est la même chose pour le gouvernement. Mais en tant que le proteste de la population n'est pas suffisamment fort, il y a toujours la tendance de pousser, de réaliser de nouveaux plans pour augmenter la production industrielle à prix aux dépens de l'environnement. L'ampleur du drame de Minamata n'est pas encore toute connue. Dernier développement, les études sur les chats du professeur Kasai. Il a observé depuis 2 ans des empoisonnements au mercure sur 67 chats. Des chattes apparemment saines, après plusieurs portées normales, donnent le jour à des animaux sourds ou paralysés. Et cela pas seulement à Minamata, dans toutes les grandes villes. À Minamata, on ne pêche plus dans la baie reconnue insalubre, on part au large. Mais partout au Japon, les déchets industriels polluent. Le professeur Shiraki à Tokyo vient d'établir que le taux de mercure dans les chevelures des Japonais est anormalement élevé. Ailleurs, on relève des atteintes à l'organisme par excès de cadmium, de polychlorure de diphényl, de benzopyrène. Il y a la maladie Itai, la maladie du PCB, comme celle de Minamata. À son niveau, l'un des directeurs de la compagnie Chiso fait les comptes. Nous avons versé plus de 8 milliards de yens d'indemnités au total pour des décès et pour les malades. 13 milliards de nos centimes en France. Il n'y a plus de danger du fait des travaux de nos usines. Nous avons assaini le traitement des matières de base. Bien sûr, cette maladie, la première de la sorte dans le monde, est affreuse. Il ne faut pas qu'elle puisse se reproduire. Mais pour notre part, pour la compagnie Chiso, nous assurerons la subsistance des malades et nous ne négligerons aucun effort pour alléger les souffrances de ceux qui restent. La compagnie Chiso finance un centre de rééducation et plusieurs projets humanitaires. Colonies de vacances, logements améliorés, ateliers, petites usines pour les travaux que peuvent encore accomplir les malades les moins touchés. Derrière la compagnie, pour assurer le financement de ses activités et le paiement des indemnités, le patronat japonais a fait bloc. Le Japon vit sur la mer et c'est la raison pour laquelle la mer est extrêmement polluée au Japon. Sur la frange, enfin sur la façade pacifique des côtes japonaises, il y a la majeure partie des 105 millions de Japonais et toutes les industries du Japon.
Il s'ensuit que cette mer est constamment agressée par tous les produits qui sont déversés à partir des usines et à partir des villes. En conséquence, nous avons une pollution intense. Et la dernière raison pour laquelle cette pollution est si grave, c'est qu'il n'y a pas eu au Japon de prospective. On n'a pas réfléchi assez tôt aux conséquences des implantations d'usines et de la mise en place de barrages ou de villes. La machine économique a tout broyé et maintenant, depuis 2 années environ, les Japonais se rendent très bien compte de la situation. Je peux vous donner un exemple. L'une des mers les plus polluées, comme vous le savez, c'est la mer intérieure du Japon. Dans cette mer intérieure, peu de courants, beaucoup de population, beaucoup d'industries, tout s'y déverse. Mais il y avait aussi des pêcheries les plus importantes du Japon et des cultures marines les plus importantes également du Japon. Il y a donc eu un antagonisme entre les deux activités. Actuellement, pour essayer de rétablir la situation, il y a eu de nouvelles lois qui empêchent des rejets trop importants et il y a aussi une étude scientifique de toute la mer du Japon où il y a des milliers d'analyses qui sont faites chaque année pour voir où en est le bilan actuel. Ils n'en sont pas encore à pouvoir renouveler l'eau de la mer intérieure, mais ils sont arrivés actuellement à stopper l'ascension de la pollution qui ne cessait d'augmenter les années précédentes. Pour conclure, quel est votre pronostic? On pense souvent que ce qui se produit au Japon se produira en Europe quelques années plus tard. Alors où serons-nous dans les années 80 au Japon et en Europe? Oh, ça dépend de ce que les Européens feront. Si on continue de l'expansion économique comme aujourd'hui, alors très probablement, tout au moins, certains aspects de la société japonaise, de la pollution, destruction d'environnement naturel, etc., interviendra en Europe aussi. Vous savez, pas forcément en Chine, parce que le niveau de l'industrialisation est différent. Et pas forcément dans l'Union soviétique et aux États-Unis, parce que l'espace est beaucoup plus vaste. Mais si on compare le Japon avec l'Europe, alors l'Europe, surtout l'Angleterre, la France, l'Allemagne de l'Ouest, est très hautement développée en industrie et l'espace est assez petit. Hein. Alors donc, raisonnablement, on pourrait attendre à peu près le même résultat. Raisonnablement, et déraisonnablement. Oui, terrible. Le Japon a donc commencé à exorciser le démon de la pollution. Il était temps, des plaies restent que rien n'effacera. À Minamata, on a compris, on a agi trop tard, on a perdu un peu du vrai Japon. Et aujourd'hui encore, pour la fête de l'été, pourquoi, petite japonaise, vous fait-on danser sur les rythmes d'un monde autre que le vôtre ?